Donc, lorsque j'ai reçu l'invitation des organisateurs de cette journée, Emmanuel Faye, Jean Lassègue, François Rastier, que j'en profite pour vivement remercier, évidemment, je me suis spontanément dit que commémorer le débat de Davos, voire dans un contexte plus large, l'université internationale que ça représentait, était une très bonne idée dans le contexte d'une Europe rendue bancale par le Brexit, par la montée des populismes, des nationalismes, la fragilisation mondiale des institutions démocratiques. Bref, d'autant que la dernière commémoration, comme l'a rappelé Emmanuel Faye, remonte il y a plus de 20 ans. Le seul problème, c'est que, confronté au travail concret de rédiger une communication, j'ai été assez vite confronté à un doute persistant, c'est-à-dire que même en faisant exception de la première réception du débat, est-ce qu'il était vraiment possible de dire quelque chose, vrai ou faux, pertinent ou absurde, de ce débat qui a en gros 50 ans d'exégèse assez solide derrière lui. Et les éléments nouveaux dont nous disposons, c'est essentiellement quand même du côté de Heidegger, les carnets noirs, parce que les textes de Cassirer sur Heidegger ont en fait été publiés dès 1983, donc c'est quand même pas juste hier. Et au fond, est-ce que finalement ça vaudrait pas plus la peine de commenter directement ces textes-là plutôt que la confrontation? Autrement dit, est-ce que, in fine, le mérite principal de Davos ne relève pas d'une sorte de fascination toujours fétichiste pour la gigantomachie, n'est-ce pas, comme si on disposait enfin d'une de ces chroniques, par exemple la rencontre entre Spinoza et Leibniz, ou entre Einstein et Bergson, donc on se frotte les mains, on dit « ah là, on en a une ». Par ailleurs, même si on a une chronique, est-ce que finalement, là encore, le plus intéressant, c'est pas les recensions qu'ils font de leurs propres articles, de leurs propres ouvrages? Donc, pour le dire autrement, est-ce qu'on n'est pas coincé entre trois écueils, ce que Dominique Caegui a appelé la légende de Davos, ça c'est le premier. La deuxième, c'est la répétition de ce que d'autres collègues ont déjà dit. Et la troisième, c'est l'exercice prononcé de surdétermination, qu'elle soit textuelle ou contextuelle. Alors, pour tenter d'échapper à la légende et à la surdétermination, et en même temps ne pas me vouer à une répétition que certes le temps présent rend opportune, mais pour laquelle j'ai personnellement pas beaucoup de goût, j'ai essayé de développer ce que je crois être quelques aspects de ce débat qui, bien qu'ils aient bien sûr été mentionnés, n'ont pas été, à mon avis, assez développés. Donc je vais centrer d'abord mon propos sur la position propre de chacun des philosophes en question, donc Heidegger et Cassirer, surtout Cassirer, vis-à-vis de Kant. Donc ça va être, si vous voulez, une sorte de première partie. Et puis ensuite, je vais revenir à Kant, si vous me permettez l'expression, pour contextualiser et la problématique et la position des interlocuteurs vis-à-vis de cette question « qu'est-ce que l'homme ?» qui faisait le thème de Davos. Donc je fais abstraction des cours donnés par chacun des philosophes et je passe à leur conférence. Dans sa conférence, évidemment, Heidegger choisit de poser la question par rapport à Kant. Donc, comme Hans Wiesmann l'a rappelé, il est en train de faire son service de presse, hein, donc on le comprend. Dans Kant, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose la problématique de l'homme non pas au terme du système, c'est-à-dire à son aboutissement, au terminus aqua, qui chez Kant est le lieu où se situe explicitement l'anthropologie, c'est la fin du système, mais il la pose, cette question, dès la sphère pure de la philosophie transcendantale, dans la critique de la raison pure, un petit peu également dans la critique de la raison pratique, mais moins évidemment, puisque ce n'est pas l'objet de son livre. Or, ce lieu, ça n'est pas du tout le lieu de la question de l'homme, c'est le lieu de la question du sujet. Et Kant marque bien la différence. D'un point de vue strictement kantien, reste que ce n'est pas totalement illégitime,
parce que Kant lui-même écrit, dans ce qui est la seule occurrence dans tout le corpus, si on en croit la transcription digitale du corpus, donc il écrit que l'ontologie de la critique de la raison pure constitue une anthropologia transcendentalis, donc une anthropologie transcendantale. Donc à la limite, si Kant le dit, pourquoi pas, allons-y. Donc ça, c'est le premier point. Et d'autre part, Heidegger rajoute une dimension autoréflexive à cette ontologie qui est une anthropologie transcendantale, en interrogeant sa relation avec la question de l'être en tant que posée par le Dasein. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup moins kantien. Cette sorte d'autoréflexion un peu décalée n'est bien sûr pas dans Kant, mais il n'y a rien non plus au niveau de la question, pas au niveau de son traitement évidemment, mais dans Kant, il n'y a rien non plus qui l'interdise. On peut même trouver dans quelques textes comme l'amphibologie des concepts de la réflexion une invitation à aller quelque part par là. Reste que la décision heideggerienne de se placer sur ce terrain est évidemment éminemment stratégique. Il vient d'achever son Kant et le problème de la métaphysique qui va paraître. Il a derrière lui les cours qu'il a fait sur le sujet, alors que Cassirer, de son côté, a publié un Kant qui est un ouvrage d'occasion. Cohen étant mort, Cassirer prend la décision de lui rédiger le Kant en question. Donc, ouvrage d'occasion qui remonte à il y a plus de 10 ans. Et il suffit d'ouvrir l'ouvrage, voire d'en simplement lire le titre, Kants Leben und Lehre, pour voir que Cassirer ne suit pas du tout, mais alors pas du tout, l'exégèse de Cohen, mais qu'il prend bien plutôt une voie à la fois goethéenne et dilthéenne. Donc, le Kant, et il faut vraiment insister, le Kant de Cassirer n'est pas le Kant de Marbourg. On comprend aussi que Cassirer, pour sa part, dans la conférence, se place plus directement sur le terrain de la philosophie propre aux deux philosophes. Il oppose le Heidegger de Sein und Zeit à sa propre philosophie des formes symboliques, notamment en répondant dans le paragraphe sur l'espace à des propos d'Heidegger dans Sein und Zeit, évidemment, et puis en thématisant deux éléments. D'une part, la mort, donc pas la peine de dire que la place que ça tient dans Sein und Zeit, et d'autre part en situant Heidegger dans la philosophie de la vie de l'époque, en parallèle notamment à Max Scheler. Donc ici, il a déjà été rappelé 2 fois que, contrairement à ce que disent Aubank et donc éditeurs des textes en se demandant qu'est-ce que ça vient faire là, ce que ça vient faire là, c'est que lorsqu'on regarde les manuscrits de Cassirer, ça s'inscrit dans la thématisation rétrospective de la philosophie de la vie qui fait pendant à l'introduction de 1922, donc l'introduction du tome 1 de la philosophie des formes symboliques. En gros, les 2 premières pages, c'est qu'en est-il aujourd'hui du problème de Dilthey ? Et à la fin du 3e volume de la philosophie des formes symboliques, dans un chapitre qu'il n'a pas publié et qui ne sortira que sous la forme de l'article sur Scheler dans des conférences et dans ce qu'on a cru pouvoir appeler un volume 4 de la philosophie des formes symboliques, qui n'en est pas un, mais c'est pas grave. Donc dans ce cas-là, il dit, bon, au terme de ce chemin, revenons sur nos pas, revenons en 1922, qu'en est-il de ce problème, et c'est une citation in extenso, qui se tient au mi-temps de la métaphysique contemporaine, à savoir la philosophie de la vie. Et il traite de Kleigels, de Trölsch, de Hartmann, de Bergson, de Scheler, de Simmel et évidemment de Heidegger. Donc voilà ce que ça venait faire le passage sur Scheler. Donc il répond bien directement. Donc il se situe non pas sur le lieu d'une exégèse kantienne déjà un petit peu déplacée, mais bien sur le lieu de leur philosophie. Or, que se passe-t-il ? C'est qu'à nouveau dans la discussion, c'est Kant qui semble s'imposer. Alors évidemment, ce n'est pas tant Kant que philosopher avec Kant ou avec un certain Kant. Et donc c'est le sens et la nature de ce que l'on nomme néo-kantisme qui est ici l'enjeu, avant que la discussion ne soit réorientée par les questions d'un étudiant et puis ensuite de Posse. Alors c'est là que je voudrais tenir un peu des propos qui divergent avec ce qu'on trouve dans l'exégèse de Davos.
c'est que plutôt que distribuer des points sur la pertinence respective du rapport à Kant, qui est un petit jeu qui en dit souvent bien plus sur la connaissance qu'à Kant, celui qui veut bien y jouer, que sur les deux philosophes, je voudrais souligner comment cette mise en situation par rapport à Kant, et même par rapport au néo-kantisme, entraîne, vis-à-vis de Cassirer, un porte-à-faux à peu près total et extrêmement égarant. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre, si vous n'êtes pas déjà convaincu, c'est que Cassirer n'est plus, depuis bien longtemps, ni kantien, ni même néo-kantien, au sens où on l'entend habituellement, et alors surtout pas au sens où Heidegger entend l'imposer. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'exégèse kantienne de l'époque, on est en 29 donc, la question n'est plus, là encore depuis très longtemps, depuis à peu près une bonne vingtaine d'années au minimum, la question n'est plus du tout de savoir si les structures catégoriales et principielles qui sont exposées dans la critique de la raison pure sont une ontologie ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait, du fait notamment de l'édition de l'Académie, que Kant les nomme à de très nombreuses reprises ontologie, n'est-ce pas ? Qu'il met en équivalence philosophie transcendantale, c'est-à-dire ces structures catégoriales et ces principes des trois critiques. Donc il met en équivalence ces structures de la philosophie transcendantale avec l'ontologie, et cela même sans référence au manuel de Meyer. Autrement dit, lorsqu'il dit ontologie, ce n'est pas pour être compris par ses élèves qui ont en tête la scolastique wolffienne. C'est parce qu'il dit, oui, c'est une ontologie, voilà. Mais simplement, ontologie c'est pas une ontologie substantialiste, c'est tout. Donc c'est une analytique de l'entendement, il a raison. Voilà, mais c'est quand même une ontologie. Donc, on sait depuis longtemps, grâce en particulier aux éditions de Dilthey, etc., que c'est une ontologie. La question n'est plus du tout là. Du fait de la querelle, donc deuxième point, du fait de la querelle sur Kant méthodologue ou Kant métaphysicien, donc ça a commencé aux environs de 1879, par là. Il a été aussi très clairement établi, comme si ce n'était pas la béaba du système kantien, on se demande même comment il y a pu y avoir des hésitations, mais bon, elles ont été là, donc traitons-les. On sait que cette ontologie est générale, elle est entièrement pure a priori, ce qui signifie aussi que la fondation spécifique de la science de la nature n'intervient que dans l'ouvrage intitulé « Principes métaphysiques inauguraux de la science de la nature », Anfangsgrund, on ne peut pas le dire plus clairement, ici commence, c'est clair. Bon, voilà. Donc ouvrage qui expose ce que nomme une métaphysique spéciale, c'est dans le texte, métaphysique spéciale, constituée non pas des éléments purs a priori que dans la troisième critique, il appelle principes transcendantaux, donc ce qui est dans les trois critiques, mais qu'il appelle des éléments a priori non purs, et qu'il nomme dans le même texte de la troisième critique des principes métaphysiques. Donc là, c'est plus la philosophie transcendantale, c'est la métaphysique. Il y en a deux, comme vous le savez, celle de la nature et celle des mœurs. Bon. Pour le dire encore autrement, en termes plus ontologiques, au quelque chose, etwas, qui est le concept que détermine l'ontologie de la critique de la raison pure, succède le concept de mobile, qui est déterminé par les principes métaphysiques inauguraux de la science de la nature. Donc là, on passe, si vous voulez, d'une catégorie ontologique tout à fait générale, celle du quelque chose, à une catégorie métaphysique propre à la fondation de la nature, celle du mobile. Donc vous voyez, le problème de Heidegger sur la critique de la raison pure, c'est en gros la fondation de la science de la nature. C'est un débat avec lequel on a fini, en gros, depuis plus de 30 ans. Donc pour l'immense majorité de l'époque et pour la plus grande majorité des néo-kantiens, contrairement à ce que voudrait faire croire Heidegger, la question n'est plus du tout de savoir si la critique de la raison pure expose cette partie de la métaphysique qu'on nomme ontologie générale, mais bien plutôt de savoir quel est le sens de cette ontologie générale. Et si, comme Kant l'a prétendu, elle fait partie d'une métaphysique, qui puisse se réclamer d'une science. Ça, oui, c'est un vrai débat à l'époque. Le vrai débat de l'époque, c'est est-ce qu'on peut constituer une ontologie qui est le statut de science ? Et qu'est-ce que là, on appelle science ? Donc là, les néo-kantiens, genre ceux de l'époque, Lask, etc., ils sont en plein là-dedans.
mais ils ne sont pas du tout dans la question est-ce qu'on fonde la science de la nature, est-ce que c'est une crépure, etc. Bref. Et alors, même par rapport à Cohen, dont en 1929, juste histoire de rappeler des dates, l'exégèse date de 60 ans, n'est-ce pas? La Kant-Theorie der Erfahrung, c'est 1871. Alors, d'accord, les éditions suivantes se sont singulièrement épaissies, mais l'exégèse de Cohen, qui a inauguré complètement une nouvelle époque de l'exégèse kantienne, ça date quand même de 60 ans. Donc, lorsqu'on tape sur Cohen à ce moment-là, c'est un peu un combat d'arrière-garde. Ou alors, c'est qu'on veut se dire, je suis le nouveau Cohen, et vous allez voir, je vais vous montrer un nouveau Heidegger. Un nouveau Heidegger. Lapsus très parlant. Je vais vous montrer un nouveau Kant. C'est ce que Heidegger entend faire. Alors ça, je peux le montrer de façon très, très, très facile, si vous voulez. C'est que dans l'article de Cassirer, où il dit, l'article Néocantisme, qui est le même dans l'Encyclopædia Britannica, qui est dans le même volume où Husserl avait fait l'article sur la phénoménologie, qui avait été complètement réécrit, qui est un désastre total. Et l'article de Cassirer n'est pas parfaitement génial, mais bon. Il explique quand même que ce que les néo-kantiens substantialistes aiment bien, c'est les prolégomènes par rapport à la critique de la raison pure. Et alors pourquoi ? Parce que le raisonnement est très clair, et ça suit explicitement ce qui est dit, c'est qu'on part des jugements synthétiques a priori que l'on a, donc mathématiques, physique, pour trouver ce que l'on n'a pas, donc la métaphysique. Donc si vous voulez, même dans ce trajet dit analytique de la réflexion, même là, la question de la possibilité de la science de la nature n'est qu'une étape vers la métaphysique. Donc combat totalement d'arrière-garde pour ce qui est des problèmes posés par Heidegger à ce niveau-là. Alors, donc si vous voulez, sur ce point, Heidegger combat des moulins passablement décrépits, même si il brasse encore un peu d'air, mais surtout hors l'Allemagne, je pense aux États-Unis, parce que la réception de Kant et de Cassirer aux États-Unis à cette époque-là, c'est un poème, mais c'est une autre histoire. Alors qu'en est-il vis-à-vis de Cassirer ? À mon sens, on peut résumer le néocantisme de Cassirer en 29 à 3 termes. Il se réclame d'une méthode transcendantale en ceci qu'il entend bien partir d'un donné pour interroger les conditions a priori de possibilité de ce donné. Simplement, le donné en question, ce n'est ni le factum de Cohen, ni le fieri de Nathorp. Alors ça encore, ça a été montré 25 fois, donc je ne pense pas que ça vaut la peine d'y revenir. Et ça revient aussi à dire que le trajet de remontée n'est pas similaire à celui suivi par Cohen ou celui suivi par Nathorp. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Cassirer remonte, comme Kant, à 2 types différents d'a priori. L'un pur, qui consiste en ces pures qualités de relation qui sont l'objet des premières pages de chapitre de l'introduction au volume 1, où il parle de la constitution, la construction de la conscience. Donc il appelle ça des pures qualités de relation. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les concepts d'espace, de temps, de nombre, les catégories kantiennes, en gros, choses et propriétés, formes de vie. Donc voilà pour un énoncé bref. Qu'est-ce que c'est pour Cassirer ? Quel statut ça a dans Cassirer ? Donc, elle constitue une logique pure des relations qu'il appelait dans les dernières pages de Substance et Fonction, en 1911. Il dit maintenant on peut s'acheminer vers une logique, etc., etc. Bon, il ne la produit pas tout de suite, mais c'est ce qu'elle constitue. Et elles ont un double statut constitutif. D'une part, pour le versant subjectif, elles sont des fonctions élémentaires dans ce qu'il appelle l'édifice de la conscience. D'autre part, versant objectif, elles sont constitutives dans la production de toute représentation. C'est ça leur fonction pour la constitution de la conscience. Elles ont ensuite un rôle régulateur. C'est un peu ce que je pensais dont Jean Lassègue allait parler, et c'est dont il a parlé mais indirectement. Je pense que c'était un peu là ce qui est derrière son propos. Donc elles ont un rôle régulateur, en ceci notamment que le philosophe interroge avec elle le donné, par exemple l'espace, il est face à une représentation mythique, etc. Il se dit, quelle est la forme mythique de l'espace, propre à l'espace, propre au temps, etc., etc.
et il expose les formes symboliques en suivant leur ordre. Il suffit d'ouvrir la table des matières des 2 premiers volumes de la philosophie symbolique, de la philosophie des formes symboliques, pour voir que c'est là l'architectonique qu'il suit pour exposer chacune des formes symboliques. Donc ça veut dire que chaque forme symbolique est constituée par l'espace, le temps, etc., etc. Et ce qui est marrant, j'y reviendrai à la fin, c'est que ça permet aussi une interrogation croisée. C'est-à-dire que vous pouvez interroger l'espace dans chacune des formes symboliques. C'est ce qu'il fait dans un article sur l'espace, je ne sais plus le titre exact, mais l'espace dans l'espace mythique, espace géométrique, espace, je ne sais plus. Esthétique, oui, voilà, merci. Donc si vous voulez, ça ferait une sorte de combinatoire qui me paraît très, très, très contemporaine, je viendrai en conclusion. Donc ça, c'est pour la sphère a priori pure, ontologie. On est dans la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'autre moment? C'est ce qu'il appelle les modalités des qualités de relation. Donc c'est là où interviennent le mythe, l'art, le langage, etc., etc. Et ça, c'est de l'a priori non pur. Si vous voulez, c'est le même type de strate qu'on a à faire dans Kant, où... je ne vais pas en dire plus, ça va plus vous mélanger qu'autre chose. Et à l'époque, là encore, c'est quelque chose qui est très contemporain, parce que vous retrouvez ça, en positif ou en négatif, dans non seulement les néo-kantiens, mais les phénoménologues de l'époque. Alors, je prends un exemple négatif. Scheler rejette la première strate en disant « elle est beaucoup trop formelle, ça ne veut rien dire ». En revanche, ce qu'il faut développer, c'est ce qu'il appelle l'a priori matériel. Et l'a priori matériel, qu'est-ce que c'est? C'est chez Kant l'a priori non pur, chez Cassirer, les modalités des relations pures. Donc, si vous voulez, là encore, on est dans une problématique propre à la métaphysique de l'époque, archi-contemporaine, et que les gens de l'époque connaissent assez bien, qui ne fait pas trop mystère. Alors, donc ça, c'était le deuxième point sur le néo-kantisme de Cassirer. Le troisième point, c'est qu'il reprend intégralement, mais sur de toute autre base, c'est ça qui est important, c'est de toute autre base, l'esprit du programme des Lumières, tel que Kant le brosse dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et c'est évidemment sur ce point que dans le débat de Davos, en particulier, le différend avec Heidegger devient plus criant que ça, on ne peut pas. Donc il faut noter, à propos du néo-kantisme, de cette reprise, c'est que pour Cassirer, cet esprit des Lumières, c'est aussi celui de Herder, Lessing, Goethe, Humboldt, et que donc on est dans un néo-kantisme très large et fort peu orthodoxe. Alors, là encore, pourquoi est-ce que cette dimension-là est particulièrement égarante? Eh bien, parce que on a le spectacle d'une discussion sur la liberté, la loi morale, le statut de la transcendance dans Kant, alors même que Cassirer n'a jamais, mais vraiment jamais, partagé les termes même de la position kantienne. Là, si vous voulez, c'est du b.a.-ba complet, mais en même temps, de temps en temps, on l'oublie. C'est que la simple possibilité de la liberté humaine chez Kant suppose la distinction entre monde nouménal et monde phénoménal. N'est-ce pas? Sans cette distinction, on n'a pas la possibilité de la liberté chez Kant, et sans l'articulation des deux, telle qu'elle intervient dans la troisième critique, on ne l'a pas non plus. Bon. Mais on a la troisième critique, là on peut même l'oublier. Pour Cassirer, l'humain n'a jamais été le citoyen de deux mondes. C'est pas qu'il en finit, c'est qu'il n'a jamais même commencé avec une philosophie qui admettait la distinction entre phénomène et noumène. Il en admet la signification, il veut en reprendre la signification, mais techniquement parlant, pour lui, c'est un non-sens, si vous voulez. Et l'ironie des termes du débat, à ce moment-là, devient absolument fabuleuse. C'est parce que, si Cassirer n'a jamais partagé cette perspective, c'est précisément parce qu'elle a conduit Alois Riel, qui en gros est le seul néo-kantien pour lequel le propos de Cassirer a vaguement du sens. Donc elle a conduit Alois Riel à rejeter toute la sphère pratique kantienne dans la sphère de l'illusion, et que ceux qui se sont efforcés d'y voir du positif, comme par exemple Albert Lang,
Albert Lang, ce n'est pas un exemple anodin, parce que c'est à lui qu'on doit l'existence même de l'école de Marbourg. C'est lui qui a nommé Cohen. Hein, donc Albert Lang, comme premier exemple, ou Weyengar, là encore, exemple que je trouve pertinent parce que c'était un élève de Cohen. Donc ces deux philosophes, en essayant de garder un quelconque vague statut à cette distinction entre monde phénoménal et monde nouménal, n'ont pas pu sortir d'un fictionnalisme qui est pour personne, et à la limite même à la fin, même pas pour eux-mêmes, satisfaisant. Donc si vous voulez, ironie et absurdité totale. Alors, je voudrais finir mon propos en citant quelques textes de Cassirer quant à sa propre conception de la liberté, mais finalement, Jean Zeidengart en a déjà dit beaucoup. Donc, si il faut le faire avec un autre texte que Davos, je dirais que le meilleur codicile, à mon sens, à Davos, c'est la conférence de 1936, qui est devenue un article de 1939, Fondation naturaliste et Fondation humaniste de la philosophie de la culture, que Heinz Wissmann et moi-même avons édité il y a plus de 30 ans maintenant, dans le genre. Alors, qui dit Cassirer, il fait remarquer la chose suivante. La doctrine de Kant repose sur le dualisme entre la nature et la liberté, entre le mundus sensibilis et le mundus intelligibilis, mais Herder et Goethe ne l'ont pas suivi sur ce chemin. Ils voient dans ce qu'ils regroupent sous l'idée d'humanitas, donc le thème de Davos, n'est-ce pas, non pas un être spécifique, mais une capacité spécifique. Ce que l'homme réalise, c'est l'objectivation. Là, c'est un bon terme bien néo-kantien, c'est objektivierung. Hein. Donc on a le object. Alors par rapport à la thématique du débat de Davos, donc la question qu'est-ce que l'homme, Cassirer avait précisé la chose suivante. Nous nous sommes habitués à considérer l'idéal d'humanité du XVIIIe siècle avant tout de point de vue éthique au pluriel. Nous nous plaisons à y voir, sinon exclusivement, du moins essentiellement, un idéal éthique. Mais cette conception est sans aucun doute trop étroite. Pour Winckelmann et Herder, pour Goethe et Humboldt, voire pour Schiller et Kant, l'authentique signification concrète de l'humanité se situe ailleurs. Ces penseurs sont bien sûr convaincus qu'une certaine forme de moralité et un certain ordre de la vie de l'État et de la société seront la conséquence de l'humanitas. Mais ils ne poursuivent pas ce seul but. Un thème bien plus général et un problème bien plus vaste les préoccupent. Ce qu'ils cherchent sous le nom d'humanité ne se situe pas dans les limites de la forme éthique, mais plutôt sous n'importe quelle forme, à quelque domaine de la vie dans laquelle elle s'accomplit. La caractéristique fondamentale de toute existence de l'homme semble être qu'il ne se dissout pas simplement dans la plénitude des expressions externes, mais qu'il la maîtrise en lui conférant une forme déterminée. Donc évidemment, la liberté dont parle Cassirer est cette liberté de la formation, la liberté de la volonté de forme. Il est donc clair, me semble-t-il, que la liberté, c'est le processus par lequel la conscience s'arrache à l'expression, peut-être plus que le mythe, ou plutôt la façon dont l'expression évolue au travers des formes, donc à l'auto-aliénation typiquement présente dans la conscience mythique pour s'élever à la signification pure. Donc à cet égard, il est encore fascinant de voir comment Heidegger soit avait mal perçu le néokantisme de Cassirer, soit a forcé la caricature, parce que dans une lettre délicieuse à Karl Lewitt du 30 juin 1925, qui est citée, elle n'est pas publiée à ma connaissance, elle est citée par Jeffrey Barash dans son article sur Davos, donc dans la lettre à Karl Lewitt où il donne sa première impression sur le volume 2, sur la conscience mythique, Cassirer écrit la chose suivante. Heidegger, pardon, merci. Heidegger écrit la chose suivante. Cassirer voit tout ce qu'il examine au travers d'une hiérarchie de concepts kantiens. Un troisième volume va nécessairement suivre sur l'art. Alors là, il se fait simplement l'écho des potins étudiants qui disaient « ça va venir, ça va venir ». Manque de peau, ce qu'il n'a pas vu venir, c'est le volume sur la liberté. Parce que le troisième volume sur la phénoménologie de la conscience et de la connaissance, c'est le volume sur
la façon dont la conscience s'arrache à l'expression pour passer à la signification pure. Ça ne recouvre pas que le théorique, vous le disiez, ça suit tout l'ensemble. Donc il y a vraiment une perception totalement décalée ou une mauvaise foi monumentale, je vous laisse choisir, de la part de Heidegger dans cette perception-là. Alors de même, concernant l'infinité, dans le même texte, il parle de la capacitas infinita, et il cite Comenius, etc., etc. Donc si vous voulez, je pense que là-dessus, c'est assez clair. Je ne vais pas le redévelopper, Jean Zeingart l'a très bien fait. Alors, si, pour finir, donc en conclusion, en 3 mots, je crois qu'il faut se poser, par-delà tout principe de charité, la question du statut du discours heideggerien pour Cassirer. Cassirer, c'est quelqu'un d'éminemment poli, n'est-ce pas? Il est extrêmement courtois. Il se place toujours au niveau du discours philosophique et bourgeois, si vous voulez, pour la politesse, en tout cas. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, je voudrais juste suggérer quelque chose dont, la première fois où je l'ai lu, j'ai pensé que c'était a joke, que c'était une plaisanterie, que c'était une sorte de forme ironie. Mais lorsqu'on le remet dans le contexte, ça ne l'est peut-être pas, et c'est assez délicieux. La première phrase du manuscrit de Cassirer sur Heidegger, c'est pour Heidegger, qui ne vient pas de la biologie, mais de la religion, et il poursuit. Et la majorité des interprètes se disent, oui, bon, Luther, quoi. Donc on développe le problème, ce qui va devenir dans le topo de Heidegger, etc., etc. Et la déconstruction par Cassirer, c'est le devenir, au fond, du mythe, le passage dans la religion, comment, en fait, Heidegger reste, si on est contre, coincé, si on n'est pas contre, évolue vers une forme de luthérianisme, etc., etc. Je crois qu'il y a un autre sens à cette phrase. Si vous voulez, il y a 2 façons au minimum de l'interpréter. C'est comme il ne vient pas de la biologie, alors Luther. Mais on peut aussi la lire, bien qu'il ne vienne pas de la biologie. Et alors? Alors, le statut du discours de Sein und Zeit pour Cassirer, c'est exactement la même chose que ce que dit Uexküll sur l'Umwelt de l'oursin, si vous voulez. Alors, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, elle est très très bonne. Mais elle est peut-être mieux que très bonne. C'est que, en fait, je pense qu'elle est très vraie. C'est-à-dire que, par-delà la relecture de généalogie historique, classique, à laquelle se livre Heidegger, qu'est-ce que c'est que le discours sur la mort, qu'est-ce que c'est sur etc., etc. Au fond, de quoi parle-t-il quand il parle de ce développement des strates de la conscience qui sont antérieures aux formes d'universalité à laquelle renvoie l'objectivité? C'est ça. C'est une forme de déploiement de l'Umwelt humain. Donc on a une sorte de stricte analogie. Alors du coup, si vous voulez, en même temps, c'est pas méchant, c'est dire, c'est comme s'il était en train de faire de la zoologie au lieu de faire de la philosophie. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste assigner un statut. Il est aussi en même temps tout à fait fondé et pas simplement poli à dire c'est quelque chose qui peut être, qui a une dimension vraie et une dimension nécessaire. Simplement, si on en reste là, on ne comprend rien à la spécificité propre de l'humain. Et il faut bien rentrer dans la dimension de la forme symbolique, puisque la forme symbolique elle-même enveloppe, d'une part, la communauté qui la pense, et dans cette communauté qui la pense, donc on est d'emblée dans l'intersubjectivité, et dans cette communauté qui la pense, le statut de l'individuel s'entre-exprime avec le statut de l'universel. On est toujours dans le singulier. Voilà, donc on est déjà dans une forme d'universalisme. Et en gros, il est temps de finir. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie.